Bonsoir. Un jeune garçon de 18 ans est mort cet après-midi à l'hôpital de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Isha Issa a succombé à une crise d'asthme. Il avait été interpellé dimanche avec 5 autres personnes à la suite des incidents violents qui s'étaient produits dans le quartier du Val-Fouré. Cet événement tragique survient 24 heures avant l'ouverture à l'Assemblée nationale du débat sur le projet de loi anti-ghetto proposé par le gouvernement. Il devrait inciter les hommes politiques à dépasser leurs querelles partisanes pour tenter de résoudre ce mal-vivre qui s'étend dans les banlieues françaises et qui risque d'en faire à terme de véritables brasiers. Cette triste actualité constituera l'essentiel du 19-20. Commençons par les circonstances de la mort du jeune homme. Béatrice Nivoise s'est rendue sur place pour tenter de comprendre. À 15h20, au centre hospitalier François Quesnoy, Issa Issa est mort d'un arrêt cardiaque provoqué par une crise d'asthme aiguë. 20 minutes auparavant, les pompiers de Mantes-la-Jolie l'avaient amené dans un état critique. Pendant plus de 3 heures, avant l'admission aux urgences, le médecin des sapeurs-pompiers et l'équipe du SAMU ont tenté de le réanimer sans succès. À ce moment-là, Issa Issa était au commissariat. Il était entendu à la suite des événements survenus ce week-end au Val-Fouré. Ici, ni la direction de l'hôpital, ni l'équipe des urgences n'a souhaité parler. Demain, une autopsie du corps sera pratiquée sur ordre du procureur de la République de Versailles. Et la mort du jeune homme risque de détériorer le climat déjà tendu dans la ville. Il y a un peu plus d'une heure, une centaine de jeunes se sont en effet regroupés aux abords du centre commercial du Val-Fouré. Peu de temps avant, des voitures de police urbaine ont essuyé des jets de pierre dans la cité. Retour sur 48 heures d'incidents et de violences avec Dominique Dumas. Tout a commencé samedi vers 21h30 dans ce centre commercial de Mantes-la-Jolie. Une cinquantaine de jeunes gens du quartier du Val-Fouré brisent les vitrines de 11 magasins et pillent une bijouterie. Pendant plusieurs heures, 60 policiers, 200 manifestants vont s'affronter. 3 policiers sont blessés et 6 jeunes gens interpellés. Même scène de violence renouvelée la nuit dernière. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés sur des véhicules et les forces de l'ordre. 5 jeunes sont alors arrêtés. Mantes-la-Jolie, qui comprend la plus grande ZUP de France, se réveille au son des bris de verre que ramassent les employés municipaux. Dernier rebondissement tragique cet après-midi, on apprend que l'un des 6 jeunes gens interpellés dimanche venait de décéder à l'hôpital de Mantes d'une crise d'asthme aiguë. Issa Issa, qui avait 18 ans, était l'un de ces 6 jeunes gens interpellés dimanche vers 2h lors de la première nuit d'échauffourée. Et la mort du jeune homme n'a suscité pour l'instant que peu de réactions. Première réaction, celle du leader de l'association SOS Racisme, Harlem Désir, qui réclame un plan d'urgence. Harlem Désir interviewé par Christian Metz. Évidemment, il faut d'abord que toute la lumière soit faite, que les circonstances de la mort du jeune Issa soient éclaircies. Deuxièmement, il faut effectivement apporter des réponses concrètes aux jeunes. On ne peut pas se contenter de dire, vous savez, on a créé telle structure, on a créé tel ministère. Il faut que maintenant on passe aux actes. Il y a une sorte de désespoir et finalement on en arrive à ces situations où la colère explose parce qu'il y a un incident, qu'il y a un vigile ou un policier qui commet une bavure. Alors je crois que maintenant, il faut que le gouvernement, et notamment le nouveau Premier ministre, reprennent les choses en main, crée tout de suite un plan d'urgence, désigne un responsable pour le mettre en œuvre avant l'été, pour que dans chaque cité, il puisse y avoir une table ronde autour de laquelle se retrouvent le maire, le préfet, les habitants du quartier, les jeunes, pour régler ce qui peut être réglé dans l'urgence. Il y a des choses qui ne pourront être réglées qu'à moyen ou long terme. Il y a des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage, on sait très bien que ce n'est pas en quelques semaines. Mais le problème d'ouverture de locaux pour les jeunes, le problème de la vie associative, les problèmes de relations avec la police, ça, il faut que ça soit réglé tout de suite. Il faut qu'il y ait des résultats, il faut redonner espoir à ces jeunes. Et précisément, ces réponses concrètes, le maire de Mantes-la-Jolie, Paul Picard, avait tenté de les donner. C'était ce matin avant la mort du jeune homme, au cours d'un reportage réalisé par nos confrères de la rédaction d'Île-de-France, Guillaume Appert et Patrick Damien. Écoutons-le. Depuis 14 ans que Paul Picard est maire de Mantes-la-Jolie, le Val-Fouré, la méga ZUP de 27 000 âmes, a bénéficié de toute la panoplie du sauvetage. Réhabilitation des murs, stages de formation, loisirs antidélinquance, apparemment des solutions insuffisantes. Il faut que la société sache que le problème ne va pas être réglé par une loi, un décret ou quelque argent. C'est un problème de génération, de persévérance et de continuer le dialogue et de trouver les nouvelles voies du dialogue pour reculer de plus en plus le nombre d'exclus du dialogue, d'exclus de la citoyenneté. Paul Picard veut rétablir le dialogue. Le mois prochain, il ouvre un lieu de rencontre en plein Val-Fouré, dans un ancien magasin de 3000 m². Rencontre entre les jeunes, les gens du quartier, des employeurs, les commerçants. Ambition, le débat doit s'installer.
La vie de la cité, la vie du quartier, la vie de la ville, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire que du maire, c'est pas l'affaire que de quelques-uns. Et ça, il faut qu'on finisse par le comprendre. Et c'est ça le but de ce quartier lumière, c'est de faire se rencontrer les gens. Je vous le rappelle, cette interview a été réalisée avant la mort du jeune homme. La nervosité est telle à Mantes-la-Jolie que les jeunes agressent également les journalistes qui se contentent seulement, faut-il le rappeler, de décrire et de comprendre la situation. Catherine Sabat et Patrick Damien de notre rédaction d'Île-de-France ont été molestés. Catherine Sabat a été blessée à l'œil. Deux autres confrères, Philippe Berti d'Europe 1 et Éric Chimaud de RMC, ont été roués de coups. Cela ne peut être le fait que de jeunes voyous ne représentant en rien la jeunesse de Mantes-la-Jolie. Je vous le disais au début de ce journal, ce regain de violence coïncide avec l'ouverture au Parlement du débat sur le projet de loi anti-ghetto. Et le climat à l'Assemblée nationale sera inévitablement marqué par la mort du jeune garçon. Au cœur du projet de loi présenté demain, une priorité, casser les cités ghettos pour éviter la spirale banlieue, chômage, délinquance. Face à cette situation, le gouvernement propose une meilleure répartition de l'habitat social. C'est le dernier des 3 textes sur la ville. Les 2 autres sont déjà passés à l'Assemblée. Charles Sanviti. Une fusée à 3 étages, une trilogie pour éteindre l'incendie. Michel Delbar en pompier, demain, examen de passage à l'Assemblée, sa copie, 41 articles réforme de fond en comble le droit de l'urbanisme. Son idée directrice, cité dortoir, cité ghetto, terminée, changement de décor, mixité de l'habitat, le logement social sort de son périmètre. Exemple, une ville, 350 000 habitants, désormais, si feu vert du Parlement, 20% du terrain à bâtir sera affecté au logement social, sans distinction de quartier ni de lieu. En plus, maire ou commune, s'il s'oppose, le préfet tranche, l'État dispose d'un droit de préemption. Traduisez, le terrain, l'État l'achète à la place de la municipalité et seul il décide de sa destination. Dernière priorité, pour les grands ensembles, ceux qui restent, fini ou presque, métro, logement dodo, les cités ouvrent les yeux, magasins, services, loisirs, bienvenue à tous les investisseurs, pour eux, pendant 5 ans, pas de taxes professionnelles. Bref, avec ce projet, à gauche, on espère réussir la civilisation urbaine, dixit François Mitterrand, à Édith Cresson maintenant d'exécuter la profession de foi. La solution passe, nous l'avons compris, par un nouvel urbanisme, par de meilleures relations entre les communautés, mais aussi et peut-être surtout par la lutte contre le chômage. Édith Cresson en a fait l'une de ses priorités, on peut le comprendre puisqu'il augmente. Plus 1,3%, forte hausse donc pour le mois dernier. Pendant le premier trimestre, les entreprises ont eu recours au chômage partiel, mais en l'absence de véritable reprise économique, elles sont passées le mois dernier à la phase de licenciement sec, un mouvement amorcé par les grandes entreprises. Marie-Hélène Tichou. Les chiffres montent inexorablement. Le nombre des chômeurs représente au 30 avril 9,4% de la population active. En un an, le chômage a progressé de 5,9%. Ils sont aujourd'hui plus de 2 636 000 à être inscrits à la NPE. Commentaire du ministre du Travail, Martine Aubry, c'est un mauvais mois et le mois de mai ne sera pas meilleur. Les licenciés économiques prennent le chemin de l'Agence pour l'emploi. Les entreprises, après avoir supprimé les intérimaires, mis en place le chômage partiel, licencient. La reprise économique, pour l'instant, n'est toujours pas au rendez-vous. Et les statistiques ne comprennent pas encore les suppressions d'emplois prévues chez Michelin, Bull, Thomson et Philips. L'ancien Premier ministre avait prévu pour cette année plus de 100 000 chômeurs. Au bout de 4 mois, ce chiffre est déjà dépassé. Et en toile de fond, une vie sociale agitée, grèves et manifestations rythmeront la semaine. Hôpitaux, aéroports, gares, métro et assurances, avec un nouveau point noir vendredi dans les transports. Semaine de tous les dangers pour les usagers. Explications et agenda, Martine Thiebaud. Dès aujourd'hui, c'est l'hôpital qui est touché. Les médecins et les infirmières anesthésistes poursuivent leur mouvement au moins pour une semaine. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Seules les urgences sont assurées. Mercredi, les avions resteront au sol. Les pilotes et les mécaniciens navigants d'Air Inter seront en grève pour 2 jours. Une sorte de répétition générale avant la grève prévue le 6 juin dans le groupe Air France. Jeudi, si vous sortez votre voiture particulière en prévision des perturbations dans les transports, attention, les salariés des assurances font grève. Ils protestent contre la mise en cause de leur convention collective. Vendredi, journée noire, surtout pour les Parisiens, avec une menace de grève totale dans le métro et les autobus, à l'appel de la plupart des syndicats.
En revanche, à la SNCF, la tendance est à l'apaisement. Le syndicat des autonomes le plus combatif a retiré son préavis de grève. L'horreur en plein ciel pour les 223 passagers d'un Boeing 767 appartenant, à la compagnie autrichienne de Niki Lauda. L'horreur puis la mort. L'appareil a explosé au-dessus de la Thaïlande. Après les premières opérations de secours, il ne reste que très peu d'espoir de retrouver des survivants. Difficile aussi de savoir pourquoi l'avion s'est écrasé. D'après un correspondant anonyme, une bombe aurait été placée par erreur à bord du Boeing. Mais les autorités thaïlandaises, elles, parlent d'un accident dû aux mauvaises conditions météo. Anne Gouraud. Disséminés sur 20 km, les débris du Boeing 767 calcinés et encore fumants. La violence de l'explosion a été telle que les 150 secouristes n'espèrent plus trouver de survivants. Les corps des 213 passagers et des 10 membres d'équipage n'ont pas tous été dégagés, des corps déchiquetés que seuls quelques passeports intacts permettront peut-être d'identifier. Dans quelques heures, la boîte noire de l'avion livrera ses secrets, mais pour l'instant, rien ne permet d'expliquer l'accident. L'appareil de la compagnie autrichienne Lauda Air effectuait un vol de Hong Kong sur Vienne avec une escale à Bangkok. Une escale de 2 heures pendant lesquelles toutes les consignes de sécurité ont été respectées, selon les responsables de l'aéroport qui écartent l'hypothèse d'une bombe. Pourtant, ce matin, un correspondant anonyme a précisé qu'il s'agissait d'un attentat. La bombe, qui visait un appareil américain de United Airlines, aurait été placée par erreur à bord du Boeing. Autre thèse, celle de l'accident dû au mauvais temps. Apparemment, l'avion était pris dans un violent orage au moment de son explosion. Au cours d'une conférence de presse, l'ancien champion et dirigeant de la compagnie, Niki Lauda, a déclaré que le pilote du Boeing n'avait lancé aucun appel de détresse. L'avion a simplement disparu des écrans radars 20 minutes après le décollage. La paix, peut-être en Éthiopie, un accord de cessez-le-feu a été conclu à Londres entre les représentants du gouvernement éthiopien et les rebelles. Négociations et pourparlers à Londres, mais combat intensif cet après-midi dans la capitale entre soldats gouvernementaux. Des chars auraient encerclé le palais présidentiel. Les rebelles, eux, sont toujours aux portes d'Addis Abeba. Philippe Pister. C'est de Londres, au premier jour des négociations entre rebelles et gouvernement éthiopien, que le médiateur américain Herman Cohen vient d'annoncer la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre les parties. Le secrétaire d'État adjoint américain en appelle en même temps les rebelles à entrer dans la capitale Addis Abeba pour, je le cite, stabiliser la situation. Au même moment, les troupes régulières éthiopiennes, dont on voit ici des déserteurs se réfugiant à Djibouti, ont reçu l'ordre de cesser le feu via la radio officielle. Sur le terrain, les troupes rebelles seraient à une vingtaine de kilomètres seulement des portes de la capitale, tandis qu'à l'intérieur de la ville, l'anarchie est à son comble. Les gouvernementaux semblent incontrôlés, se livrent au pillage. Il semblerait même qu'ils s'affrontent entre eux aux alentours du palais présidentiel. Et ce conflit est si complexe qu'une explication est nécessaire. Marie-Odile Pagnès. Entre rébellion et répression sanglante. Depuis près de 30 ans, l'Éthiopie s'épuise dans ce conflit qui oppose les nationalistes d'Érythrée au pouvoir d'Addis Abeba. En 1962, l'empereur Haïlé Sélassié, le Négus, annexe l'Érythrée, au mépris du statut fédéral et de la semi-autonomie dont bénéficiait la province. Le Front populaire de libération de l'Érythrée entre alors en guérilla. Ses espoirs, lors du renversement du Négus par les militaires en 1974, seront vite déçus. Le pays s'engage sur la voie d'un socialisme centralisateur et après l'Érythrée, la province du Tigré se soulève. Peu après son arrivée au pouvoir en 1977, le général Mengistu instaure la terreur rouge, arrestation et exécution de milliers d'opposants. Mais il ne parvient pas à soumettre les deux provinces. Depuis, la guerre civile engloutit la majeure partie des ressources du pays, l'économie s'effondre, s'ajoutent les longues périodes de sécheresse qui laissent les Éthiopiens affamés. L'année dernière, le président Mengistu abandonne l'économie communiste. Trop tard, l'Éthiopie est devenue le pays le plus pauvre du monde. Seul espoir pour le peuple depuis la chute de Mengistu, un accord entre les partis nationalistes et le gouvernement central pour mettre fin à la guerre civile et se consacrer enfin à la survie. Pascal Justice résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales. Michel Vaujour, le roi de l'évasion, qui s'était échappé en mai 86 de la prison de la Santé en hélicoptère, comparaissait aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Repris au cours d'un hold-up 4 mois après sa spectaculaire envolée, aujourd'hui il risque la réclusion criminelle à perpétuité, si toutefois il ne s'évade pas avant la fin du procès. Bloqué depuis 2 jours dans le gouffre de Gusset-sur-Lison, près de Besançon, Stéphane, 17 ans, vient d'être sauvé ce soir à 19 h.
pour le sortir du boyau où il était resté coincé. Il a fallu une cinquantaine de sauveteurs, de la dynamite et des marteaux-piqueurs. Il n'est pas blessé, mais totalement épuisé. Après 50 jours de grève de la faim, les 17 Turcs de Famek viennent d'obtenir satisfaction. Le préfet de la région de Nancy leur a accordé un permis de travail de 3 mois, tout comme l'avaient obtenu les grévistes de Bordeaux la semaine dernière. Première alerte d'incendie sérieuse ce matin en Gironde, près de Saint-Aubin-du-Médoc. À l'origine de l'incendie, une voiture volée. Le feu s'est propagé sur près de 6 hectares. Même si l'humidité du terrain a ralenti la progression du feu, pour les pompiers aquitains, c'est bien le début de la saison chaude. Michel Platini quitte la vice-présidence du club de Nancy-Lorraine. Il était l'adjoint de Jacques Brzezinski depuis 1988. Après le changement de président, le sélectionneur de l'équipe de France aurait décidé de quitter la région pour s'installer à Paris. Leur cœur doit battre très fort. Les vedettes de la Canebière, mais elles représentent aussi tout le pays, sont arrivées en Italie 48 heures avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mercredi, les joueurs de l'OM joueront donc la finale de la Coupe d'Europe dans le stade de Bari. C'est l'un des plus beaux et l'un des plus modernes stades de toute l'Italie. Son architecte est celui qui avait réalisé le centre Beaubourg. Reportage sur place de Rémi Gudicelli et René Plouton. Calme plat à l'aéroport de Bari. Jusqu'à ce soir, une vingtaine d'avions ont continué à se poser quotidiennement ici, loin de la folie qui attend tout le personnel dans les 2 jours à venir. 140 charters en provenance de Belgrade et de Marseille, et pour ne rien arranger des menaces de grève que le chef d'escale assure pouvoir repousser à plus tard. Sur la route qui mène à la capitale des Pouilles, le plus beau stade du monde, tout au moins le plus sophistiqué, Renzo Piano, l'architecte de Beaubourg, a eu carte blanche pour édifier ici le temple du dernier mondial italien. 60 000 places réparties en 26 pétales de 2000 sièges, le confort absolu des yeux dans la plus totale sécurité. Bien sûr, le président de la Fédération italienne de football est député de Bari, mais pour faire taire les critiques, le budget prévisionnel du stade a été respecté. Mais c'est en fait toute la ville de Bari qui veut sortir de l'ombre qu'imposent au sud les grandes cités industrielles du nord. Cette petite merveille gréco-byzantine de 400 000 habitants surprend par sa vivacité économique. Le port, grand ouvert sur l'Adriatique, appelle aussi les infrastructures d'avenir qui se multiplient à 10 km de la ville, dans une cité scientifique où laboratoires et centres de recherche poussent comme des champignons. Si tout le monde à Bari reste absolument incollable sur l'univers du football, il n'en va pas tout à fait de même en ce qui concerne l'économie et le développement de cette région qui reste une province du Sud avec ses problèmes de pauvreté. Tout de même, ici, on cherche maintenant à développer les nouvelles technologies comme l'agriculture moderne ou l'informatique avec une double devise, l'imagination et l'organisation. Et tout cela pourrait bien être aussi la devise de l'Olympique de Marseille. Et qui mieux que Chris Waddle pourrait symboliser cette fusion de l'artiste et du tacticien. D'autant plus qu'il y a 1 an, sur cette même pelouse de Bari, Chris laissait à regret la 3e place du mondial à une équipe italienne privée de finale. Et s'il fallait encore conjurer le sort, s'acharnant à repousser les tirs français hors des buts de Coupe d'Europe, 30 ans après les déconvenus du Grand Reims, 15 ans après les pleurs de Saint-Étienne à Glasgow, nous l'avons bien vérifié, les poteaux du stade de Bari sont enfin ronds. À demain Rémi. Si vous avez suivi la première journée du tournoi de Roland-Garros sur la 3 et la 2, réunis pour l'occasion, vous avez dû trembler pour Forget et Agassi qui ont failli trébucher. Une victoire en effet, mais victoire difficile pour Forget. Côté français qualifié aussi Olivier Delettre. Et surtout coup de chapeau à Cédric Pioline qui a éliminé Brad Gilbert. Résumé des matchs phares de la journée avec Alain Dorgans. Face au tennis de précision du Suisse Marc Rosset, l'imprévisible André Agassi a opposé son jeu tout en puissance. Après avoir tâtonné au cours du premier set, Agassi a détruit son adversaire tout en enchantant le public du court central. Un excellent joueur de toucher de balle qu'il est, l'Américain a apporté à sa victoire acquise en 4-7, 3-6, 7-5, 6-4, 6-3, une note spectaculaire. Entrée en matière douloureuse pour Guy Forget ici en haut de votre écran. À l'image de son pied défaillant, le Français a développé un tennis clopin-clopant. Parfois hésitant, parfois trouvant les sensations de la terre battue sous ses semelles, Guy Forget a façonné un succès laborieux en près de 4 heures. Le prochain adversaire du Français, l'Américain Jimmy Arias.
La bonne surprise du jour jaillit de la raquette d'Olivier Delettre, issu des qualifications. Le jeune Français avait fort à faire avec Guillermo Pérez Roldan, grand spécialiste de la terre battue. Sans complexe, Olivier Delettre a fini par imposer son tennis. Il ne fait aucun doute que sa victoire expéditive, 6-3, 6-1, 6-1, en laissera présager d'autres. Steffi Graf, tout en blanc, a dû batailler ferme pour venir à bout de la plus jeune des 3 sœurs Maleva. L'Allemande a dû puiser dans son talent pour se sortir des griffes de Magdalena au terme de 2 sets acharnés. À 16 ans à peine, Magdalena Maleva aura sûrement d'autres lendemains qui chanteront. Et l'on retrouve en direct à Roland-Garros Dominique Champeau pour le match du soir. Dominique ? Eh bien, Jimmy Connors est parti avec ses 39 ans et une nouvelle victoire dans son sac. Il a remporté tout à l'heure ce premier tour de Roland-Garros face à Todd Visken en 3-7, prouvant ainsi que malgré bien son âge avancé, sinon canonique pour un tennisman, eh bien, il a toujours bon pied bon oeil et toujours ce revers à 2 mains qui a fait tant de dégâts aujourd'hui. Avec lui, une autre figure du tennis américain, John McEnroe, qui éprouve les pires difficultés face au jeune soviétique Andrei Cherkassov. Cherkassov mène 2-7-1. McEnroe avait remporté la première manche 6-2, mais Cherkassov a remporté les 2 suivantes 6-4, 7-5. Et actuellement, c'est McEnroe qui mène 3-2, mais c'est Cherkassov qui est au service. C'est une partie qui n'est pas jouée, qui risque de se prolonger assez tard. Et pour cela, FR3 a mis en place son dispositif exceptionnel Roland-Garros, puisqu'à partir de 20h, vous pourrez continuer à suivre sur FR3 cette rencontre entre McEnroe et Cherkassov avec Michel Drey et Jean-Paul Lotte tout de suite après la fin de ce journal, Paul. Merci Dominique, on retrouve donc Michel Drey dans quelques minutes. Je vous rappelle l'information de la soirée. Un jeune homme de 18 ans est mort à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Il avait été interpellé à la suite des incidents violents qui s'étaient produits dans cette ville des Yvelines, dans cette banlieue parisienne. Je vous propose de retrouver Caroline Sings qui s'est rendue tout à l'heure à Mantes-la-Jolie. Le Val-Fouré quadrillé par la police. Présent depuis hier, les effectifs ont été renforcés cet après-midi après l'annonce de la mort du jeune Aïssa Ish. Plus de 200 CRS sont mobilisés. L'ambiance est extrêmement tendue. Tous s'attendent à l'affrontement. Des groupes de jeunes sont là et discutent entre eux. Tous crient vengeance, mais il est impossible de filmer. Très vite, des voitures de police sont prises à partie et les journalistes arrivés en nombre sont violemment agressés. À la sortie des écoles, la foule commence à se faire plus nombreuses. Dans le centre-ville, devant le commissariat, une centaine de CRS sont en faction. Eux aussi se préparent à une longue soirée. Les réactions politiques ont été très rares, pour ne pas dire inexistantes. Seul Harlem Désir a réagi ce soir. Les hommes politiques attendent sans doute d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort du jeune homme pour réagir. Fin du 19-20, dans quelques secondes, de la météo complète de Florence Klein. Et n'oubliez pas, si vous aimez le tennis, retransmission en direct du match joué par McEnroe contre Cherkassov dans quelques secondes après la météo. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.